Bienvenue à tous, merci beaucoup de rejoindre l'émission, je suis vraiment heureux que vous soyez là. Au passage, vous pouvez regarder cette vidéo et trouver plus de contenu sur mon Substack et mon Patreon à worldaffairandcontext.com. En ce moment, j'offre une réduction de 10% sur un abonnement annuel. Il suffit d'utiliser les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Rejoignez notre communauté, je serai absolument ravie de vous y retrouver. Au cours de la dernière décennie, le crédit privé s'est discrètement imposé comme l'un des secteurs à la croissance la plus rapide du monde financier. Les gestionnaires d'actifs ont promis aux investisseurs quelque chose d'extrêmement attrayant, à savoir des rendements plus élevés que les obligations traditionnelles, un revenu régulier et une diversification à l'écart des marchés publics volatiles. Les gestionnaires de patrimoine ont investi des milliards de dollars dans ces fonds, les commercialisant intensivement auprès de particuliers fortunés et d'investisseurs de détail en quête de meilleurs rendements. Mais aujourd'hui, des fissures commencent à apparaître dans ce système, et l'un des plus grands noms de la finance mondiale ressent la pression. Récemment, BlackRock a décidé de limiter les retraits des investisseurs dans l'un de ses principaux fonds de crédit privé. Nous parlons ici de BlackRock. Alors imaginez la situation des plus petites entreprises confrontées au même problème. Cette décision est intervenue après une brusque hausse des demandes de retrait de la part des investisseurs. Le fonds en question est le HBS Corporate Lending Fund, un vaste véhicule gérant environ 26 milliards de dollars d'actifs. Rien que pendant le premier trimestre, les investisseurs ont demandé environ 1,2 milliard de dollars de retrait. 1,2 milliard. Réfléchissez à cela. Cela représente environ 9,3% de la valeur totale du fonds. Mais selon les règles du fonds, seule une partie de cet argent peut être restituée chaque trimestre. Ainsi, BlackRock a approuvé environ 620 millions de dollars de paiement, atteignant le plafond de rachat intégré de 5%, une limite qui permet aux gestionnaires de restreindre les retraits supplémentaires. Pour les investisseurs souhaitant sortir rapidement, ce plafond peut être très frustrant. Et c'est très similaire à une ruée bancaire, vous en conviendrez. Mais pour le fonds lui-même, cette restriction existe pour une raison très simple. Les prêts contenus dans ce portefeuille ne sont pas facilement vendables. Ils ne se négocient pas aisément. Contrairement aux actions ou obligations cotées en bourse, les fonds de crédit privé investissent dans des prêts accordés directement à des entreprises. Ces prêts restent souvent inscrits dans les livres pendant des années et sont rarement échangés sur les marchés ouverts. Ainsi, lorsque les investisseurs veulent soudainement récupérer leur argent, le gestionnaire ne peut pas toujours vendre les actifs assez rapidement pour satisfaire ses demandes sans subir de pertes importantes. Ils ne vont pas accepter une perte. Ils vont imposer un plafond sur les retraits et BlackRock a fait la même chose. Nous voyons maintenant une certaine incertitude liée à cette décision et c'est précisément là que la tension commence. Les fonds de crédit privé ont attiré des centaines de milliards de dollars d'investisseurs séduits par la promesse de revenus réguliers. Mais beaucoup de ces fonds sont ce que le secteur appelle semi-liquides. Les investisseurs peuvent demander des retraits périodiquement. Cependant, les investissements sous-jacents récents restent fondamentalement illiquides car ils ne peuvent pas être facilement vendus. Ce ne sont donc pas des actifs liquides. Tant que de nouveaux capitaux affluent et que les demandes de rachat restent modestes, le système fonctionne plutôt bien. Mais lorsque la confiance commence à vaciller, et souvenez-vous, tout cela repose sur la confiance. Quand les risques augmentent, ce décalage de liquidité devient douloureusement évident. Et c'est exactement ce que nous observons aujourd'hui. Le vacillement a peut-être déjà commencé et non seulement il se produit, mais il s'intensifie. La nouvelle des limites de retrait imposées par BlackRock a ébranlé les marchés.
L'action de BlackRock a chuté brutalement et la douleur s'est propagée à l'ensemble du secteur des actifs alternatifs. Les entreprises fortement impliquées dans le crédit privé, notamment KKR et Blue Owl Capital, ont également vu le cours de leurs actions baisser de plus de 5%, les investisseurs réévaluant les risques du secteur. Ce scepticisme soudain ne sort évidemment pas de nulle part. Au cours de l'année écoulée, plusieurs événements préoccupants ont soulevé des questions sur la qualité du crédit et la rigueur des vérifications dans le monde du prêt privé. Des défaillances très médiatisées impliquant des entreprises comme First Brands Group et Tricolor Holdings, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ont en réalité ébranlé la confiance des investisseurs, après que des prêteurs ont affirmé que les garanties et les informations financières avaient pu être falsifiées. Pire encore, un autre groupe de prêteurs dirigé par HBS aurait subi d'importantes pertes sur un prêt de plus de 400 millions de dollars lié à l'homme d'affaires des télécoms Bram Kim Brambat, où les enquêteurs ont ensuite allégué qu'un réseau de fausses factures avait été utilisé pour obtenir le financement. Des événements comme ceux-ci ont rendu les investisseurs très inquiets quant au sérieux avec lequel certains prêts privés ont réellement été accordés pendant les années de prospérité. Et si même une fraction de ces prêts s'avère mauvaise, alors bien sûr, il ne s'agit que d'une bulle prête à éclater. Les avertissements des grands dirigeants financiers n'ont pas non plus contribué à apaiser les esprits. L'année dernière, Jamie Dimon, le directeur général de JP Morgan Chase, a livré une évaluation très directe des risques qui s'accumulent sur les marchés du crédit privé. Faisant référence aux premiers signes de problèmes de prêt, il a averti les investisseurs qu'en général, lorsqu'on voit un cafard, il y en a probablement d'autres. Et il avait raison. Exactement. C'est ce qui se passe en ce moment. En d'autres termes, des défauts isolés pourraient être les premiers signes de problèmes plus profonds. Et ces problèmes commencent maintenant à se dénouer. Pendant ce temps, d'autres entreprises prennent leurs propres mesures pour gérer la pression liée au rachat. Le plus grand fonds de crédit privé du secteur, géré par Blackstone, a récemment fait face à des demandes de retrait atteignant près de 8% de ses actifs. Au lieu d'imposer des limites strictes, la société a choisi d'honorer toutes les demandes de rachat et a même engagé 400 millions de dollars de son propre capital pour répondre à la demande des investisseurs. Mais tous les gestionnaires n'ont pas cette flexibilité. Blackstone a fait cela pour éviter de provoquer la panique. Et peu d'entreprises sont capables de faire cela. Peu disposent des liquidités nécessaires pour couvrir les retraits. En réalité, beaucoup n'en ont pas. Le mois dernier, Blue Owl Capital est allé encore plus loin en suspendant totalement les rachats dans l'un de ses fonds. Ils ont déclaré « Nous ne paierons rien ». Cela a provoqué une onde de choc sur les marchés et suscité des inquiétudes quant au fait que les tensions de liquidité pourraient effectivement se propager à l'ensemble du secteur. Au cœur du débat se trouve une question fondamentale. Le secteur du crédit privé peut-il faire face à des retraits d'investisseurs prolongés? Ces fonds détiennent collectivement des milliers de milliards de dollars de prêts qui changent rarement de main. Vendre rapidement ces prêts, surtout en période de tension, peut s'avérer extrêmement difficile. Et par extrêmement difficile, nous voulons dire que d'énormes pertes devraient être immédiatement enregistrées pour pouvoir céder ces actifs, car ils ne sont pas liquides. Si plusieurs fonds sont contraints de liquider leurs actifs en même temps, que se passe-t-il? Eh bien, les prix pourraient chuter brutalement, n'est-ce pas? Parce qu'ils devraient encaisser une perte. Lorsque les marchés sont stables, ces compromis sont faciles à ignorer. Mais quand la volatilité augmente ou que les gros titres inquiétants commencent à s'accumuler, les investisseurs se rappellent soudainement que leur argent n'est peut-être pas aussi sûr qu'ils le pensaient. Et cette prise de conscience
peut rapidement déclencher une réaction en chaîne. Si davantage d'investisseurs se précipitent pour se retirer des fonds de crédit privés, les gestionnaires pourraient de plus en plus s'appuyer sur des plafonds de rachat, des retards de paiement ou des ventes d'actifs pour maintenir la stabilité. Le crédit privé est devenu un marché d'environ 3 000 milliards de dollars et constitue l'une des tendances financières marquantes de l'ère post-crise financière. Les banques se sont retirées du prêt aux entreprises après l'adoption de nouvelles réglementations et les fonds privés sont intervenus pour combler le vide. Pendant un certain temps, ce changement a semblé profiter à toutes les parties concernées. Les entreprises ont obtenu des financements, les investisseurs ont bénéficié de rendements plus élevés, ils étaient satisfaits de leurs gains, et les gestionnaires d'actifs ont perçu des commissions considérables. Ainsi, tout le monde y trouvait son compte. Mais comme le montre la pression actuelle sur les rachats, ce système pourrait bien être confronté à sa plus grande épreuve à ce jour. Et il est probable qu'il ne survivra pas sous la même forme que celle que nous connaissons aujourd'hui. Car en finance, la liquidité peut sembler abondante jusqu'au moment où tout le monde la réclame en même temps. Et souvenez-vous, il en va de même pour les banques. Il ne fait aucun doute que le mois à venir révélera si le boom du crédit privé repose sur des bases solides ou sur une structure qui devient fragile lorsque la confiance commence à se fissurer. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à découvrir plus de contenu sur mon Substack et mon Patreon. J'adorerais vraiment vous y retrouver. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup d'avoir regardé et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. À bientôt.